Agriculture et tech font-elles bon ménage? Alors, on va voir ça tout de suite avec Sébastien Gibier, directeur de SAP IO Fonderie Paris, un programme d'accélération des startups orientées agribusiness porté par le géant des logiciels professionnels SAP. Également autour de cette table, Sébastien Picarda, directeur général d'AgData Hub, qui est une plateforme d'échange de données pour le secteur agricole. Et là, c'est une initiative portée par des acteurs du monde agricole et de la Banque du Territoire, des territoires. Également avec nous en visio, Véronique Belon-Morel, qui est agronome et directrice de l'Institut Convergence Digit Ag à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors Sébastien Gibier, on va démarrer ensemble. Vous, votre mission au sein de SAP IO, c'est favoriser les interactions, les synergies entre un acteur historique du logiciel professionnel, du numérique, les startups et cet nouvel écosystème de l'agriculture. Comment on organise ce mariage? Bonjour, et oui, en effet, donc pourquoi d'abord on travaille, pourquoi un grand groupe comme SAP, qui est le leader européen, mais mondial sur tout ce qui est solutions d'application pour les entreprises, très présent dans le monde de l'agriculture. Il faut peut-être juste resituer ce que fait SAP dans ce monde de l'agriculture qu'on appelle l'agribusiness, qui va vraiment de la ferme jusqu'à la transformation. En fait, 78% de la nourriture, de l'alimentation qui est produite dans le monde touche à un moment donné, en fait, utilise à un moment donné un système SAP. Donc, on est très, très présent sur ce domaine-là. Donc, ça veut dire que le secteur agricole est déjà équipé en logiciel de gestion? Oui. Pas tout le monde, ça dépend en effet des tailles d'entreprise, mais le monde de agricole et de l'élevage est bien sûr assez équipé. Alors pourquoi on va chercher des petites entreprises? C'est qu'en fait nos clients viennent nous voir en disant c'est très bien, on s'équipe de solutions comme SAP, de plateformes performantes, mais un petit peu comme le modèle de l'iPhone, c'est-à-dire que vous avez un très bel outil, mais la valeur aussi que vous voulez avoir, c'est pouvoir installer des applications complémentaires. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait chez SAP IO, c'est qu'on va chercher ces petites pépites dans le monde entier pour ajouter à nos plateformes et le proposer à nos clients. Et on a 9 accélérateurs comme ça dans le monde, 2 aux US, 4 en Europe et 3 en Asie. Et on développe des programmes spécifiques. Et j'ai la chance de lancer en avril un programme dédié à l'agriculture où on va chercher 6 à 10 pépites qui vont compléter nos solutions pour apporter plus de valeur à nos clients. Alors, on va s'y intéresser à ces startups et aux solutions qu'elles proposent. Avant, je vais donner la parole à Sébastien Picarda. Donc, à l'origine de AgData Hub, il y a un projet de recherche autour des données agricoles qui a été initié par les instituts techniques agricoles et les chambres d'agriculture avec l'appui du ministère. Ça aboutit donc à la création de Happy Agro SAS, qui est la holding de AgData Hub. Voilà pour l'histoire. Et quand je disais que c'était une plateforme d'échange de données, c'est une plateforme de consentement et d'échange de données. Pourquoi consentement? Bien, d'abord, le consentement avant tout échange de données, ce qui est important, c'est que l'agriculteur, doit rester maître de l'usage de ces données, puisse décider avec qui il souhaite partager et échanger ces données. Et c'est l'étape clé du consentement, qui est de pouvoir dire, OK, je suis agriculteur sur mon exploitation agricole. J'ai l'habitude de travailler avec ma coopérative, mon négociant, ma chambre d'agriculture, mon centre de gestion, ma banque. Tous ces partenaires qui sont autour de moi souhaitent accéder à un moment donné à mes données pour pouvoir m'accompagner, me conseiller, faire évoluer mes pratiques agricoles, m'accompagner dans la gestion de mon exploitation agricole. Et donc, plutôt que d'avoir des relations bilatérales avec chacun d'entre eux, eh bien, je souhaite, moi, agriculteur, avoir un consentement et dire je suis prêt à partager l'historique de mes parcelles avec mon industriel ou ma coopérative pour tel usage dans le cadre d'une filière tracée jusqu'au consommateur final, ou bien pour développer un outil sur la séquestration du carbone, par exemple. Voilà. Alors, si je n'ai pas précisé consentement au démarrage, c'est parce que, en général, quand on parle de plateforme d'échange, ça semble évident, c'est inhérent qu'il y a la question du consentement. Là, si vous insistez sur ce point, c'est que c'est un point sensible et compliqué, peut-être, de effectivement un point convaincre sensible. Le secteur et la filière de partager des données. Effectivement, le monde agricole, aujourd'hui, en Europe, ce sont 10 millions d'exploitations agricoles réparties dans les territoires ruraux.
l'agriculture se fait dans les campagnes jusqu'à nouvel ordre. Et même s'il y a des fermes qui veulent se développer en ferme urbaine, avec en France une interconnexion avec plus de 85 000 partenaires en amont et en aval de ces exploitations agricoles. Et dans ces 85 000 entreprises, il y a plus de 80% de TPE-PME. D'où l'importance déjà de pouvoir non pas parler d'une seule base de données où toutes les données du monde agricole sont rassemblées, mais bien de pouvoir interconnecter les 450 000 exploitations agricoles françaises avec leurs 85 000 partenaires. Et donc vous imaginez l'importance de ces interconnexions. Et si l'agriculteur, qui en général est lié à une dizaine de partenaires, n'a pas un cockpit, un tableau de bord qui lui permet de dire « Ok, je veux partager ces données et les échanger avec le Crédit Agricole, Groupama, la coopérative, le négoce », eh bien, à la fin, eh bien, ce sont chaque partenaire qui diront voilà comment tu dois me faire remonter ces informations et je perds ma liberté en tant qu'agriculteur de les partager et de maîtriser ces usages. La maîtrise. Alors, Véronique Belon-Morel est connectée avec nous, directrice, je disais, de l'Institut Convergence Digit Ag à l'INRAE. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous intéressez largement à toutes les technologies qui vont servir l'agriculture. Est-ce qu'on peut en dresser un panorama déjà général ? Alors, elles sont vraiment multiples. On a coutume de dire que ce qui fait l'agriculture numérique aujourd'hui, c'est l'abondance des données. On vient d'en parler, des données qui sont issues de la ferme, mais aussi de la chaîne de transformation. C'est le calcul haute performance. Donc, tout le monde a entendu parler d'intelligence artificielle, de deep learning. Et ça, c'est des outils mathématiques et informatiques qui vont nous permettre d'extraire des connaissances nouvelles, des tendances, des choses cachées qui sont dans ces données. Et le troisième levier qui fait ce grand mouvement aujourd'hui de l'agriculture numérique, c'est la connectivité. Donc le fait, on a eu deux exemples, enfin surtout le dernier, le fait que les acteurs vont pouvoir être connectés facilement. Donc, si je reprends dans ces trois catégories, l'abondance de données aujourd'hui, elle va provenir beaucoup en agriculture des satellites. Il faut savoir que l'Europe a lancé des satellites, donc qui s'appellent les Sentinelle-2, qui vont produire des images d'observation de la Terre qui sont gratuites, qui sont produites à grande fréquence et qui sont très très intéressantes. Donc pour la recherche, c'est des matériaux de recherche, pour la recherche et pour les entreprises aussi de la AgTech, ce sont des matériaux, c'est vraiment une nouvelle source de données qui est à profusion et qui est extrêmement intéressante. Vous avez aussi entendu parler des objets connectés, donc de plus en plus dans l'agriculture, on va avoir des capteurs, alors ça sera des capteurs d'humidité, des capteurs météo, des petites stations de météo, mais aussi des capteurs un petit peu plus spécifiques qui vont être soit attachés aux plantes, mis sur des tracteurs par exemple pour mesurer la composition des plantes lorsque le tracteur effectue des opérations, ou sur les animaux. Et comme ils sont connectés, eh bien, ces systèmes vont pouvoir délivrer de la donnée très très rapidement et très facilement. Voilà, et c'est toute cette masse de données qui constitue ce gisement donc à traiter et qui excite beaucoup les scientifiques et pas que. Alors, donc ça doit énormément d'ailleurs séduire ces startups qui travaillent sur des nouvelles applications et qui ont toujours besoin de données. Donc là, on voit qu'on a des sources qui arrivent importantes. Quel type d'usages sont développés? Qu'est-ce que vous avez vu naître au sein de votre accélérateur? Oui, là, on parle très clairement d'agriculture de précision. En fait, où on veut augmenter en fait le rendement tout en minimisant l'impact sur l'environnement notamment. Et là, en effet, on a plein de startups qui sont sur ce domaine-là. Comme vous le disiez, il y a le côté des sources. Donc nouvelles sources avec le satellite, les drones, mais aussi le traitement, l'analyse avec de l'intelligence artificielle, du machine learning,
mais Quel aussi... type d'application on voit émerger, des outils nouveaux qui sont entre les mains des agriculteurs? Alors là, par exemple, on a une start-up qui s'appelle Agronimo, qui justement fait des capteurs qui notamment analysent le sol et est capable de dire à l'agriculteur quelle quantité d'eau ou quelle quantité de fertilisant il doit mettre, alors quasiment pied par pied de plantation ou sur des sillons ou sur des parcelles. Donc là, on est C'est-à-dire vraiment... qu'il va falloir aller mettre un capteur au pied de chaque parcelle? Alors, on pourrait imaginer ça comme ça. On a une autre société qui fait de la culture de palmiers et qui envoie des drones. Il faut savoir que le drone est la deuxième utilisation des drones dans le monde. Après le militaire, c'est l'agriculture. Et on a un client qui envoie des drones pour analyser chaque palmier et sur la base des images récoltées est capable de dire et d'analyser quel traitement il doit faire sur chaque palmier. Donc on est vraiment dans cette agriculture de précision qui est un domaine formidable pour les startups pour se développer. Est-ce que c'est formidable, je pose la question de l'euromariage ou pas, est-ce que c'est formidable pour les agriculteurs? Est-ce qu'ils sont charmés par ces nouveaux outils, cette agriculture de précision, ou au contraire, ça les bouscule énormément et c'est encore compliqué à passer ce cap? Alors, avant tout, les agriculteurs sont très technophiles. Avant le numérique, le machinisme agricole, puis la motorisation avec l'arrivée de nouvelles machines, de tracteurs et de nouvelles pratiques, les agriculteurs aiment la nouveauté et l'innovation. C'est la base. Par contre, il faut que ce soit des technologies et des services qui soient utiles pour l'agriculteur au quotidien et qui derrière se traduisent par l'amélioration de son résultat net à la fin de son exploitation agricole. Et je rejoins ce que disait Sébastien, il y a deux types de services. Les services aux agriculteurs professionnels avec de l'agriculture de précision, de la simulation et l'appui de l'intelligence artificielle que Véronique a indiqué, qui là permettent à l'agriculteur d'améliorer ses pratiques, de pouvoir optimiser ses charges d'exploitation, voire mutualiser des investissements en termes de tracteurs ou de nouvelles technologies. Donc là, c'est plutôt le poste dépenses et charges d'exploitation. Et il y a le deuxième type de valorisation des usages liés aux données agricoles, qui sont la traçabilité filière jusqu'au consommateur. Quand vous voulez aller sur le marché dimanche et avoir soit votre produit bio, votre produit local, et sur lequel vous êtes prêt, en tant que consommatrice, à pouvoir payer un peu plus cher ces produits. Et derrière, eh bien, c'est une amélioration du chiffre d'affaires in fine de l'exploitation agricole, sous condition naturellement que ruisselle, de pouvoir tracer et donc faire ruisseler la valeur ajoutée jusqu'à l'exploitation agricole finale. Et donc vous comprenez bien qu'en augmentant le chiffre d'affaires de l'exploitation agricole et en optimisant les dépenses, eh bien vous améliorez la performance économique et la rentabilité d'exploitation agricole. Véronique Belon-Morel, les travaux de l'INRAE portent sur justement ces technologies pour aider l'agriculteur à mieux produire. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs ? Alors tout à fait. En fait, Sébastien Picardin vient de l'évoquer. Nous, on considère qu'il y a trois grands groupes. Il y a le groupe des technologies qui vont permettre d'améliorer les performances. Donc, on a parlé d'agriculture et d'élevage de précision. Et le maître mot dans agriculture et élevage de précision, c'est être capable de mesurer les besoins des plantes ou des animaux et de donner soit de l'alimentation, soit des médicaments, juste en fonction des besoins. Donc on évite beaucoup de gaspillage et beaucoup de pollution en faisant cela. Hein, voilà. Donc dans les productions, il y a aussi des choses un petit peu plus compliquées, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui ont trait à la sélection variétale. On peut et on doit en ce moment sélectionner des variétés de manière, je dirais, accélérée face au changement climatique. Il va falloir qu'on trouve quand même des variétés qui nous permettent d'être plus résistantes au changement climatique, des variétés qui vont être semé avec d'autres variétés ou d'autres espèces en mélange, ça s'appelle l'agroécologie. INRAE travaille beaucoup sur cette transition vers l'agroécologie. Donc on va mettre en place des pratiques
agronomiques qui sont complètement nouvelles à nos agriculteurs. Et là aussi, il va falloir que nous, à INRAE, on crée de la connaissance là-dessus, qu'on soit capable ensuite de conseiller, de faire des systèmes d'aide à la décision. Donc il y a tout ce bloc, je dirais, de l'aide à la production, l'aide à la décision. Un métier d'agriculteur, c'est 10 métiers à la fois, et donc il faut pouvoir l'aider aussi dans ses prises de décision pour réduire en fait la part du risque et lui permettre d'assurer son revenu. Ça, c'est un gros bloc de technologie. On a un deuxième bloc donc, qui est celui qui est lié à la connexion, je veux dire, avec le monde. Et en particulier, donc, on a cité la traçabilité. C'est très important parce que toutes les tendances actuelles montrent que les consommateurs veulent connaître l'histoire des produits. Ils veulent savoir d'où ça vient, ce qu'il y a dedans. Enfin, vous voyez par exemple le succès de Yuka. Et donc demain, un agriculteur qui produit correctement, qui fait des efforts, il faut qu'il soit capable de le montrer. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Donc derrière, il y a plein de questions qui se posent pour nous, sur la manière de faire cette traçabilité et aussi derrière de donner une information qui soit facile à comprendre aux consommateurs, que ce soit sur l'histoire du produit, sur l'empreinte environnementale du produit. Par exemple, on a des gens qui travaillent là-dessus. À partir de l'histoire du produit, ils peuvent être capables de calculer l'empreinte environnementale. Donc ça, c'est important. Et de plus en plus, si vous voulez, l'agriculteur, il doit aussi travailler avec ses voisins agriculteurs, parce qu'il y a des ressources rares à partager. Par exemple, l'eau sur un territoire, c'est une ressource qui devient rare. Et là aussi, le numérique peut aider à connaître les niveaux de ressources et à partager. Voilà, donc ça, c'est ce deuxième point qui est important, c'est celui de la connexion dans les chaînes de valeur et dans les territoires. Et le troisième gros bloc, alors on n'y pense pas toujours, mais c'est les agriculteurs eux-mêmes qui nous disent combien c'est important pour eux, c'est la connexion entre eux, entre les pairs, pour se sentir moins seul, parce que finalement, être agriculteur, on est souvent tout seul sur ses parcelles, se sentir moins seul. Donc les réseaux sociaux fonctionnent très bien, il y a des associations avec des réseaux sociaux vraiment spécialisés pour les agriculteurs, sur Twitter par exemple. Et puis, se connecter aussi au savoir, apprendre, partager. Voilà, donc tout cet aspect d'accès à la connaissance qui est facilité par Internet, c'est quelque chose aussi qui est vraiment plébiscité et sur lequel il faut que la recherche travaille également. C'est pas si évident, en fait, de faire des systèmes d'information qui vont être faciles d'accès, dans lesquels on ne va pas se perdre, etc. Voilà, donc trois gros blocs dans les recherches. La recherche, effectivement, mais également le domaine des startups. Est-ce que vous aussi, vous travaillez comme ça, autour de 3 blocs ? Alors, on travaille notamment nos sujets... L'aide à la décision sur la production, les relations avec les agriculteurs, avec le monde autour d'eux, et puis... Alors, nous, on a 3 sujets dans nos prochaines cohortes. On a notamment la traçabilité qui a été évoquée ici, cette agriculture de précision et tout ce qui est sustainable, développement durable, sur lesquels il y a des choses vraiment très intéressantes. Je reprends l'exemple sur le sujet de la traçabilité. Oui. On accompagne par exemple une start-up qui s'appelle Bubblebees, qui est basée en Indonésie et qui pêche le thon et qui ont développé sur de la technologie blockchain. Alors ça fait un peu peur comme ça, on se dit waouh, ça doit être compliqué, mais qui permet en fait de tracer dès la pêche du thon par le pêcheur qui est sur sa petite barque, de taguer le thon et de pouvoir le suivre pendant toute sa vie, par exemple lorsqu'il va y avoir des contrôles sanitaires, de transformation sur la chaîne de production, et ensuite de la mise en place, la mise à disposition dans la distribution, jusqu'au consommateur qui va pouvoir taguer et voir vraiment d'où vient ce poisson. Donc c'est vrai que sur la traçabilité, la blockchain est vraiment la technologie clé. On voit même des supermarchés aujourd'hui, des grandes enseignes qui communiquent là-dessus auprès des consommateurs en disant vous pouvez maintenant
avec un QR code, remonter jusqu'à l'origine de l'aliment. On aide aussi une coopérative qui s'appelle Nataïs, une française, en fait un acteur dans le popcorn qui est le leader européen du popcorn et qui est basé dans le sud-ouest et qui aide aussi bien les producteurs de maïs que lui, sa chaîne de production, à automatiser toute cette traçabilité d'où vient ce maïs, comment il a été produit, comment il a été transformé, pour justement donner cette information qui est demandée par le consommateur, d'avoir vraiment cette notion de qualité. Et c'est vrai que la blockchain est la technologie reine sur ce domaine, puisqu'elle est infalsifiable. Et donc, c'est vraiment sur cette technologie que toutes ces startups se développent. Est-ce qu'il y a une thématique, parce que vous disiez en introduction que vous lanciez là un nouveau programme d'appel à des startups, donc un nouveau programme d'incubation. Est-ce qu'il y a une thématique forte qui va être présente autour de l'agritech ou c'est vraiment très ouvert? C'est assez ouvert. Traçabilité, agriculture de précision, sustainability, aussi tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. On avait déjà, dans un précédent programme qui était dédié à la green tech, on avait aidé une start-up qui s'appelle Inex Circular, qui fait, en fait, à partir d'intelligence artificielle, qui va sourcer des zones de déchets, de production de déchets, qui peut être remis en circulation dans de la production. Et notamment, ils sont très présents dans le monde de l'agriculture pour trouver des déchets agricoles ou d'élevage qui pouvoir resservir, et notamment dans le monde de l'énergie. Donc, leurs clients sont les énergéticiens et ils mettent en relation, on parlait de connexion de l'agriculteur, mais en relation l'agriculteur avec des grands groupes type Engie pour pouvoir retraiter les déchets agricoles et pouvoir servir par exemple de méthanisation pour créer de l'énergie pour d'autres. Sébastien Piccardin, on arrive pratiquement à la fin de notre séquence. Autour de la donnée, de la plateforme d'échange, on ne peut pas simplement penser national et français, j'imagine. Est-ce qu'il y a la vocation à faire une politique agricole commune européenne autour de la donnée, du partage des données ? Oui, tout à fait. Et là, on rejoint la question de la souveraineté autour de la donnée et des infrastructures. Aujourd'hui, vous voyez bien les grands blocs que sont les GAFAM américains d'un côté, les BATX chinois de l'autre, les Russes un peu plus discrètement. Et que fait l'Europe ? Que fait l'Europe ? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas de GAFAM sur ce secteur. On n'a pas de GAFAM, mais on a des réseaux de recherche, on a des startups, ça vient d'être dit, on a certains leaders du monde de l'édition de logiciels, SAP, Dassault Systèmes et autres. Et on a l'intelligence et les cerveaux. Maintenant, il faut que le modèle économique et le cadre réglementaire, qui est parfois un peu spécifique, et la vision de l'Europe et de sa souveraineté se traduisent dans les faits. Et il y a un élément important. C'est une vision différente de la vision de la France, de ce que vous faites avec Data Hub en France ? Non, on est vraiment, si je puis dire, un peu en préfiguration de le monde agricole a quand même bénéficié de la politique agricole commune, de la PAC, depuis le traité de Rome. Donc c'est la première politique intégrée européenne. Et donc on se retrouve tout à fait dans la politique intégrée numérique que le commissaire Breton a annoncé début 2020 avec la stratégie data de la Commission européenne qui se traduit actuellement sur des discussions réglementaires avec des projets de règlement sur le Data Governance Act. Donc, où sont les freins alors si tout le monde travaille ensemble ? Déjà, la présente commission a permis de gérer le cas des données personnelles avec le RGPD, qui a été quand même une avancée majeure pour les citoyens en tant que personnes physiques pour protéger leurs données et connaître leurs rapports avec des grands de l'Internet. Il restait à gérer les données non personnelles, les données des personnes morales, des entreprises. Il faut savoir que les données personnelles, c'est 20% des données générées sur le web, donc 80% sont des données non personnelles gérées par les entreprises. Et donc, il était important de pouvoir cadrer, définir ces questions entre le rôle des infrastructures, du cloud. Est-ce que le cloud européen est un rêve ou un cauchemar ? Est-ce que nous pourrons avoir un cloud souverain non dépendant des mesures extraterritoriales américaines comme le Cloud Act d'une part ou d'autres gouvernements par ailleurs ? Quelles sont les règles
qui généreront les échanges de données entre entreprises. Le consentement doit être obligatoire avant tout échange de données pour pouvoir rétablir un équilibre entre 10 millions d'exploitations agricoles, par exemple, et un oligopole d'agrofournisseurs. Ça, c'est ce que vous défendez, j'imagine, comme position? En tout cas, c'est ce que nos actionnaires agricoles nous demandent non pas de défendre, mais d'apporter des solutions qui soient compatibles avec cette vision de la souveraineté dans le numérique agricole. Et pour anticiper une de vos dernières questions, c'est la souveraineté, elle ne sera pas que agricole. Cette dynamique-là est valable dans tous les secteurs économiques, comme la santé, l'agriculture, les smart cities ou l'environnement. Et nous ne faisons pas de l'agricolo-agricole. Nous utilisons des technologies souveraines avec des acteurs de référence qui sont valables pour tous les secteurs d'activité et que nous déclinons dans le secteur agricole. Merci beaucoup. Donc on voit qu'on est au tout début de cette histoire de politique agricole commune à travers les données. Merci à Véronique Belon-Morel, directrice de l'Institut Convergence DigitAg à l'INRAE. Merci à Sébastien Gibier, directeur de SAP IO Fonderie Paris, et Sébastien Picarda, directeur général d'Ag Data Hub. Nous, juste après la pause, on part au monde du libre.